Corinne Versini, bonjour, bienvenue dans Carnet de campagne. Vous êtes référente pour les Bouches-du-Rhône de La République En Marche. Vous êtes diplômée d'HEC Centrale Marseille. Vous êtes chef d'entreprise de la société high-tech Genesync. Vous me dites si je prononce bien. Parfait. Vous vous présentez dans la 4e circonscription de Marseille. Alors vous vous retrouvez, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même une palanquée, entre autres face à Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Patrick Mennucci qui est le député sortant pour le Parti Socialiste, Solange Biaggi pour les Républicains. Alors c'est vrai, soyons clairs, la 4e circonscription est quand même une des plus houleuses. D'ailleurs, elle est énormément scrutée par les journalistes au niveau national. Il n'y a pas un jour sans qu'un article ne sorte. Alors on en parlera un petit peu plus tard si vous voulez. Vous êtes une businesswoman, mais cela ne vous empêche pas de vous intéresser à la solidarité. Les valeurs de la République pour vous, en premier, c'est l'égalité, qui selon vous ne veut rien dire si l'on n'aide pas les personnes qui sont dans le besoin. Alors ma première question, c'est de savoir si vous êtes élu député, quelles vont être vos priorités? Ah oui, là, les priorités sont très claires. Surtout pour cette circonscription, c'est l'éducation. La première des priorités, c'est l'éducation des enfants et l'éducation des jeunes. Et donc, en plus de mettre en place le programme de notre président Emmanuel Macron, qui consiste à faire des classes de 12 élèves pour le CPCE1 dans les zones REP et REP+, ensuite, vous avez au niveau du collège l'accompagnement aux devoirs. J'aimerais aller plus loin et utiliser des fondations, des instituts qui existent et qui vont nous aider à repérer les talents que nous avons à Marseille. Parce que tous les jours, dans ces quartiers, vous avez des jeunes qui sont talentueux, qui n'arrivent plus à s'en sortir à un moment donné parce que les parents n'arrivent pas à les aider aux devoirs, ou alors ils sont rattrapés par des personnes qui sont peut-être pas très fréquentables. Et tous les jours, c'est Mozart qu'on assassine là-bas. Donc moi, je voudrais que ça s'arrête, et que nous mettions en avant et que nous mettions en évidence les talents qu'il y a dans nos quartiers. Alors dans l'éducation, et après on passera à autre chose, c'est vrai qu'il y a des talents que vous voulez mettre à l'honneur. Quand Emmanuel Macron parle de classe de 12 élèves, on sait très bien pourquoi. C'est pour peut-être favoriser des enfants qui sont plus en difficulté. Oui. Est-ce que ça veut dire que concrètement aussi, c'est faciliter les AVS pour les parents dont les enfants sont dyslexiques, dyspraxiques, enfin tous les 10, etc. Ça aussi, ça va être renforcé. Parce que c'est le parcours du combattant à l'heure actuelle. Absolument. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Je le vis tous les jours parce qu'il y a des personnes, des mamans qui m'appellent pour me demander comment faire. Alors, heureusement, j'ai repéré, nous avons les mamans en marche dans la 4e circonscription, et il y a des mamans qui ont déjà fait ce parcours du combattant et qui donc maintenant sont en train de diffuser pour aider celles qui sont en train de le démarrer. Vous voyez, il y a une solidarité qu'on va créer parce que vous avez de moins en moins d'aide de l'État et finalement, c'est normal et on n'a pas tout à attendre de l'État. En revanche, vous avez des personnes qui savent, qui ont la compétence, eh bien on va aider ces personnes-là à utiliser les compétences, à les développer et peut-être même les monétiser. Oui, peut-être aussi former les enseignants qui parfois ne sont pas formés à ce type de problème. Alors là, le parcours des enseignants, ça c'est également dans le programme. Quand vous serez enseignant, aujourd'hui vous êtes enseignant avec une licence, quelle que soit votre licence. Demain, non, vous devrez avoir une licence d'enseignant de façon à ce que vous soyez formé pour pouvoir repérer effectivement les enfants qui sont les enfants 10, comme on dit, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, non pas parce qu'ils ont la mauvaise volonté, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, juste parce que ils comprennent différemment. Ils ne sont pas câblés pareil. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas câblés pareil qu'ils sont moins intelligents. Ils sont juste différents. Et il faut qu'on accepte nos différences. Alors à côté de ça, vous parlez d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi ? L'économie sociale et solidaire en France, c'est une économie qui repose principalement sur des bénévoles. Vous avez à peu près 11 à 12% de notre PIB qui est représenté par cette économie sociale et solidaire. Ça veut dire que ce sont des associations ou des entreprises qui ont un but social, donc ou sociétal. Vous avez 12 millions de bénévoles, 2,5 millions d'emplois qui sont la plupart du temps précaires. Et ça, il faut que ça s'arrête. Parce que si vous l'enlevez, d'abord, vous avez un pan de la vie sociale dans les quartiers qui tombe, et ça maintient quand même une paix sociale dans les quartiers, il faut être clair. Donc il faut pérenniser ces emplois. Vous ne pouvez pas demander à une personne qui va aider des personnes âgées, qui va aider des enfants après l'école, de continuer à le faire sereinement si à la fin du mois, elle ne sait pas si elle aura encore un contrat et encore un salaire. Donc, est-ce que ça me fait rebondir sur le fait que vous pouvez vous appuyer, vous faire aider par des associations finalement? Oui, absolument. On va se faire aider je me fais aider d'ailleurs déjà par des associations et mon objectif c'est d'arriver à trouver des financements autres que les financements publics pour ces associations. L'économie sociale et solidaire est une vraie économie et en France
On a un vrai talent pour ça. Vous savez, aux États-Unis, comme vous pouvez défiscaliser plus facilement, vous avez des dollars qui tombent de partout, mais à part redistribuer de l'argent, il y a très peu de choses qui sont faites dans l'économie sociale et solidaire. Nous, en France, on a un vrai talent pour faire ça et on ne le sait pas. On sait comment ramener des personnes à l'emploi, on sait comment former des gens qui sont vraiment très loin d'une formation initiale, on sait le faire. Donc maintenant, on va le faire de façon un peu plus professionnelle. Ça ne veut pas dire que le but social va être différent. Le but social et sociétal va rester, ça c'est un objectif. Mais on va moins dépendre de subventions de l'État parce qu'on va essayer de sécuriser ces emplois et de les rendre pérennes. Alors depuis que vous êtes en campagne législative, je le disais en début de cette interview, vous êtes et vous vous présentez dans la 4e circonscription de Marseille, donc j'imagine que vous devez beaucoup bouger sur le terrain. Oui. Et vous remarquez quoi? Quelles sont les plus grandes demandes et les aspirations des Marseillais de ce secteur? Les Marseillais de ce secteur, je vous l'ai dit, c'est l'éducation, c'est la culture, parce qu'ils sont juste à côté de tous les lieux culturels emblématiques de Marseille, Et oui, et ils n'en profitent pas toujours. trop cher? Et oui, trop cher. Donc ça, il faut ouvrir la culture aussi à ces Marseillais. Ils y ont droit, c'est chez eux. Ils ont droit d'aller voir les expositions du MUSEM, les expositions du Musée des Regards de Provence, d'aller profiter de l'opéra. C'est pas normal qu'on n'y aille pas tous de façon naturelle. Et en plus, ils adorent ça. Donc il y a une demande en plus. Oui, il y a une demande. Vous avez une association qui a envoyé 60 enfants au festival de piano de la Roque d'Anteron. Vous savez comme ils ont adoré? L'art, et que ce soit du rap ou que ce soit du piano classique, l'art c'est l'art. Et tout le monde est ouvert à la culture et surtout à la musique. Alors si vous êtes élu député, peut-être que quand vous irez défendre des projets au niveau national, ce que vous constatez au niveau local peut-être sera différent des directives nationales. Comment vous allez gérer ça? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant dans le programme de notre président, c'est qu'à chaque fois, il nous a indiqué que les choses locales, les problématiques locales devraient être traitées au niveau local. Ça a été fait déjà pour les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, jusqu'à présent, étaient imposés par un ministère dans un bureau à Paris. Or, ici sur le terrain, c'est pas toujours la même chose qu'on vit. Donc les rythmes scolaires, maintenant, on laisse la liberté à la mairie, à l'école, de s'organiser parce que c'est au plus près du terrain que ça doit être fait. Révolution, l'école de Révolution a déjà fait le changement de ses rythmes scolaires pour la rentrée. Donc ça, c'est un point bénéfique. Donc je me dis que pour tout le reste, si on arrive à rentrer dans l'objectif commun du programme, même si l'adaptation n'est pas la même, parce que comment on arrive à l'objectif, on peut avoir 1000 façons différentes d'y arriver, eh bien on va faire à notre façon en local. Alors, à côté de ça, bon, après les sondages valent ce qu'ils valent, vous êtes au courant bien évidemment de ce Oui. récent sondage de Harris Interactive qui vous donne au deuxième tour face à Jean-Luc Mélenchon et perdante. Comment vous vivez, si vous devez le vivre, ce duel avec Jean-Luc Mélenchon? Ça va être instructif. Quand vous êtes face à un monstre de politique comme ça, forcément vous apprenez à vitesse grand V. Donc je le vis comme un challenge. Un challenge? Ah bah oui, parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez envie de gagner. Vous voulez que votre entreprise gagne. Bon, moi c'est mon gros challenge, ça va être de me retrouver face à Monsieur Mélenchon. Et qui sait, vous savez, tant que l'arbitre n'a pas signé la fin du match, personne n'a gagné ni perdu. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez que les élections législatives, c'est pas comme les élections présidentielles? Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez que là, les Marseillais peuvent craindre quelqu'un de parachuté, qui ne soit pas de la région Je pense que ça peut les embêter un tantinet. On a rarement acheté des joueurs du PSG à l'OM. Parce que Marseille, c'est Marseille quand même. Marseille, c'est Marseille. Voilà. On a une identité. Et puis, ça fait 200 ans qu'on est des insoumis et des rebelles, nous, à Marseille. Ceux qui sont montés à pied jusqu'à Paris en chantant, c'est les Marseillais. Donc, je pense qu'on n'a attendu personne pour être insoumis. Monsieur Mélenchon, avec tout le respect que je lui dois, et c'est bien, il a fait une bonne campagne présidentielle. Campagne législative, c'est différent. On est ici chez nous. Alors, j'ai envie de dire, on a envie d'y rester et de prendre en main notre destin nous-mêmes. Alors Corinne Versini, je le disais tout à l'heure, cette élection dans cette 4e circonscription, elle est houleuse. Il y a eu beaucoup de problèmes et récemment notamment où on a mis en cause votre suppléant, Saïd Ousmane Diallo, Absolument. en l'accusant d'avoir proféré des menaces de mort, puisque à l'encontre du député sortant PS Patrick Menouti, puisque lui-même, alors il faut remonter en 2012, aux anciennes élections législatives, puisqu'il a déposé plainte, l'affaire ressort à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux à nous apporter? Ça a été compliqué de retrouver des éléments parce que ce sont des plaintes, comme vous dites, qui remontent à 2012 et qui, je ne savais même pas si elles avaient été classées sans suite parce qu'au bout de 5 ans, vous savez, l'administration classe au bout de 3 ans. Apparemment, elles n'ont pas été classées parce que l'instruction n'est pas finie. Oui, elle est toujours en cours. Il y a 2 plaintes.
Il y a une plainte qui a été déposée par M. Menucci contre X, non pas contre M. Saïd Ousmane Diallo, n'est pas mis en cause par la plainte de M. Menucci, apparemment dans les documents que j'ai récupérés, donc je les aurai tout à l'heure, mais c'est ce que m'a dit mon avocat tout à l'heure. Et il y a la plainte de M. Saïd Ousmane Diallo qui est dirigée contre M. Menucci. Et ces deux plaintes-là, finalement, ne sont pas classées, bien qu'elles aient déjà 5 ans. Donc ça sera certainement traité à un moment ou à un autre, et on verra à ce moment-là qui sera entendu. Mais en aucun cas, apparemment, Ousmane Diallo n'est mis en cause en tant que coupable, mais il pourra peut-être être entendu en tant que témoin. En tout cas, il reste votre suppléant. Pour l'instant, oui, il reste mon suppléant. Il n'est pas condamné, il n'est même pas cité dans la plainte, a priori, dans les documents que j'ai récupérés. Mais comme je vous dis, comme ce sont des plaintes très anciennes, ça a été compliqué de les récupérer auprès du parquet, parce que 5 ans de procédure, oui, c'est énorme. Très long, c'est énorme. C'est énorme et c'est long. Je vais vous poser quand même, avant de nous quitter, une petite question sur ce qui intéresse la communauté juive. Alors bon, vous êtes chef d'entreprise, donc on va avoir le même langage. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'existence d'associations en France, telles que le BDS, qui pratiquent le boycott économique d'Israël et traitent ce pays d'apartheid. Je pense que c'est des mots qui sont un petit peu exagérés, je pense, on va dire. Non, et pourtant on les voit partout en France. Oui, non, mais bon. Après, boycotter des pays, de toute façon, à la base, franchement, je suis contre. Et puis, il n'y a aucune raison de boycotter Israël qui... Surtout que c'est illégal, le boycott économique, absolument. Peu importe le pays. Et je pense qu'en Israël, les droits de l'homme sont respectés. Hein. Je pense que ça se saurait si ce n'était pas le cas. Donc, je vois absolument aucune raison de boycotter les produits d'Israël. Hein. Moi-même, j'en achète. J'adore... certains gâteaux, mais bon, c'est parce que je suis gourmande. Et je peux vous dire que je les écoute pas, voilà. Ok. Juste avant de se quitter, bon, je vais vous poser la question, si vous êtes, si dans la triangulaire vous retrouvez en 3e position, malmenée face au Front National, vous vous retirez? Il est hors de question qu'on laisse gagner. Donc vous désistez. Okay. On ne laissera pas gagner des gens qui refont l'histoire. Ça, je suis. Alors là, c'est même pas drôle, je veux dire, c'est hors de question qu'on laisse passer ces gens-là. D'accord. Votre devise? Ma devise? Votre devise? Toujours plus loin. Toujours plus loin. Merci beaucoup, Corinne Versini. Au revoir.